Les législateurs portugais ont déposé une revendication légale pour apporter un changement aux frontières maritimes du Portugal. Si validée, la juridiction exclusive de Lisbonne s'étendrait de sa côte nationale jusqu'à la limite extérieure de son plateau continental géographique au centre de l'océan Atlantique. Les nouveaux territoires comprendraient de vastes zones de fonds marins et de sous-sol au-delà de la zone économique exclusive, regorgeant de richesses minérales. En plus de sa nature financière, le plan permettrait également de reconnecter le Portugal à l'Atlantique comme par le passé, et ainsi aider Lisbonne à redécouvrir son identité maritime. Je suis Shirvan, votre hôte, et bienvenue sur Caspian Report. En tant que nation la plus à l'ouest de l'Europe, le Portugal a historiquement gardé une certaine distance avec les affaires mondiales, préférant se concentrer sur l'océan Atlantique. Sa culture maritime a produit une nation de marins et d'explorateurs qui cherchaient leur fortune sur des continents lointains. Le commerce, ainsi que les échanges culturels, scientifiques et technologiques qui en ont résulté, ont élevé le Portugal au rang de puissance mondiale. Au XVe siècle, Lisbonne avait établi un réseau de comptoirs commerciaux et de colonies à travers l'Afrique, le Moyen-Orient, l'Asie du Sud et l'Amérique du Sud. Selon toutes les formes de mesure, le Portugal était un puissant empire dont la portée s'étendait dans le monde entier. Pourtant, comme la plupart des grandes puissances du passé, le Portugal a finalement perdu le contrôle de ses colonies d'outre-mer, et son influence s'est réduite à sa périphérie immédiate. Aujourd'hui, la République portugaise se compose de 3 territoires distincts. Il y a le Portugal continental sur la péninsule ibérique, et il y a 2 territoires portugais autonomes, la chaîne d'îles de Madère, qui se situe près des îles Canaries espagnoles, et l'archipel des Açores, qui se situe au cœur de l'Atlantique, presque à mi-chemin entre l'Europe et l'Amérique du Nord. Chacune de ces 3 unités territoriales possède des eaux territoriales, ainsi que des zones économiques exclusives pour le Portugal continental ainsi que ses 2 unités autonomes. Les eaux territoriales du Portugal s'étendent dans une ceinture de 22,2 km à partir de sa ligne de base côtière. Cela vaut pour le Portugal continental ainsi que ses 2 unités autonomes. Tout ce qui se trouve dans cette ceinture d'eau est un territoire souverain du Portugal, y compris l'espace aérien au-dessus et le fond marin en dessous. Les navires étrangers peuvent toujours y passer, mais ils sont soumis à certaines restrictions comme prévu par l'article 19 de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer concernant le passage inoffensif. Au-delà des eaux territoriales se trouve la zone économique exclusive, qui s'étend à 370,4 km au-delà de la ligne de base côtière d'un État. Une zone économique exclusive permet à un pays de revendiquer des droits exclusifs concernant l'exploration et l'utilisation des ressources marines. La principale différence entre la mer territoriale et la zone économique exclusive est que la première stipule une pleine souveraineté sur les eaux, tandis que la dernière se réfère à des droits spéciaux sous la surface de la mer. En termes pratiques, cela signifie que l'eau de surface reste une partie des eaux internationales, mais le Portugal conserve le droit exclusif d'exploiter ou de licencier les ressources naturelles à l'intérieur de la zone économique exclusive. Cela inclut la pêche, l'exploitation minière, le forage, etc. C'est ce qui fait des îles stratégiquement placées, un outil si précieux. C'est la raison pour laquelle l'Argentine veut les îles Malouines, ou pourquoi le Japon revendique quelques rochers dans la mer de Chine orientale, ou pourquoi Pékin construit artificiellement des îles dans la mer de Chine méridionale. Une île stratégiquement placée peut faire toute la différence. Dans le cas du Portugal, ce sont 2 archipels autonomes dotés d'une énorme zone économique exclusive. La zone économique exclusive des Açores est de 953 000 km², tandis que la zone économique exclusive de Madère est de 446 000 km². Au total, la zone économique exclusive du Portugal se classe au 4e rang dans l'Union européenne et au 21e rang mondial. C'est beaucoup de territoire pour une nation de 10 millions. Mais Lisbonne n'a pas encore fini. Selon la Convention sur le droit de la mer, un État peut revendiquer une partie du plateau continental adjacent à son territoire. Pour référence,
le plateau continental est essentiellement la portion géographique d'un continent qui est submergé sous une zone d'eau relativement peu profonde. Le droit de la mer limite la partie revendicable du plateau continental à 648 km au-delà de la ligne de base côtière. Dans le plateau continental étendu, un État a des droits exclusifs sur les ressources minérales et les autres ressources non vivantes sur le fond de l'océan, mais il n'a pas de droits exclusifs sur les ressources dans l'eau. Ainsi, l'exploitation minière et le forage sont une prérogative exclusive, tandis que la pêche est accessible à tous. Ce qui rend toute cette histoire possible, c'est la physiographie divergente du fond marin de l'Atlantique. La région atlantique de l'Europe du Nord, correspondant à la mer du Nord, est généralement peu profonde, tandis que ses plateaux continentaux géologiques sont larges. Cela rend extrêmement difficile de revendiquer un territoire au-delà de la zone économique exclusive. Pendant ce temps, le plateau continental adjacent au Portugal est presque étroit, avec des pentes continentales et des canyons sous-marins qui se déversent dans d'immenses plaines abyssales. Ici, les frontières géographiques submergées sont plus aisées à cartographier. C'est cet avantage qui permet au Portugal de revendiquer une zone totalisant plus de 2 100 000 km² comme faisant partie de son plateau continental. Au fait, vous pouvez explorer cette carte par vous-même. J'ai créé un lien spécial pour ceux qui rejoignent notre programme d'adhésion YouTube ou la plateforme Patreon. Les détails seront fournis en conséquence. Bien que le processus juridique soit toujours en cours, si la revendication portugaise est validée, cela doublerait plus que le territoire du pays à 3 800 000 km². En calculant sa zone maritime, le Portugal deviendrait instantanément l'un des plus grands pays du monde, bien que seulement 3% en soient dans des terres. Alors, de quoi s'agit-il? Pourquoi cela se produit-il maintenant? La réponse est si fascinante que nous devons remonter le temps jusqu'à 2001. Au tournant du millénaire, le Portugal est entré dans une période de récession économique. Le taux de chômage moyen a atteint près de 18%. Tandis que le chômage des jeunes a atteint 40%. La période de 2010 à 2014 a été particulièrement mauvaise, l'État mettant en œuvre des mesures d'austérité dans le cadre de son programme de sauvetage. Les législateurs à Lisbonne ont essayé de rassurer le public, mais en vain. Le Portugal a abandonné sa politique monétaire dès qu'il a rejoint la zone euro. Sans monnaie propre, la valeur des services, des exportations et des importations portugaises était décidée par la Banque centrale européenne à Francfort, où les Allemands avaient le plus à dire. Les législateurs portugais étaient impuissants pour arrêter la récession économique, car ils s'étaient liés à l'Europe continentale tout en étant une nation périphérique. C'était un moment d'épiphanie à Lisbonne. Pour prospérer, le Portugal devait se distancer des affaires continentales et embrasser à nouveau la mer. Étant une nation avec des liens historiques avec l'océan Atlantique, les décideurs politiques portugais ont reconnu qu'ils devaient retourner à leurs racines maritimes. Ils devaient embrasser leur passé et recréer une identité maritime moderne. Ils ont donc rédigé une nouvelle politique appelée le Plan d'action Mar-Portugal, qui fait référence à la connexion du Portugal avec la mer. Dans le cadre de sa conception, l'État a créé une commission appelée la Stratégie nationale pour l'océan, qui avait pour mission de développer une feuille de route pour que le Portugal puisse promouvoir son économie maritime. Une grande partie de la feuille de route de la commission dépend du développement de la technologie et de l'expertise humaine. Cependant, une partie tout aussi importante de Mar-Portugal est de valider sa revendication sur le plateau continental étendu. Fidèle à son objectif, la Stratégie nationale pour l'océan a déposé une revendication légale pour le plateau continental étendu du Portugal en mai 2009. La Commission des Nations Unies sur les limites du plateau continental examine toujours la revendication, mais la date limite, qui peut être prolongée, est fixée pour 2021. Lisbonne a un argument solide, et si elle est validée, le territoire du Portugal doublerait pour atteindre 3,8 millions de kilomètres carrés. Son espace marin serait 40 fois plus grand que son espace terrestre, mais ce n'est pas le sujet. Disposer d'un espace aussi vaste permettra à l'État portugais d'accélérer la feuille de route Mar-Portugal en développant de nouvelles installations pour la communication, l'éducation, la recherche scientifique, le tourisme, etc.
le Portugal renforcerait sa puissance tranquille dans l'espace atlantique. En ce qui concerne les actifs physiques, le plan Mar Portugal cherche à construire de nouveaux chantiers navals, ports et à offrir des services en construction navale, maintenance et travaux maritimes. Le potentiel est énorme. Le Portugal occupe une position stratégique sur le front de l'Atlantique. Sa zone économique exclusive occupe le carrefour des principales routes maritimes équatoriales et méridiennes. Dans le cadre de son plan Mar Portugal, Lisbonne cherche à exploiter tout le potentiel du commerce atlantique en construisant des ports capables de recevoir des porte-conteneurs intercontinentaux et en intégrant ensuite ses réseaux de fret avec le reste de l'Europe. En ce qui concerne l'exploitation minière, les décideurs politiques portugais lorgnent sur les ressources minérales métalliques telles que le zinc, le cuivre, le cobalt, l'or, l'argent, le manganèse, les métaux de haute technologie et les terres rares, ainsi que sur les ressources non métalliques. Bien que davantage d'études de recherche et d'exploration soient nécessaires, Lisbonne estime que son espace maritime recèle de grandes quantités de dépôts minéraux à forte valeur économique. En particulier, l'État fonde ses espoirs sur les ressources de la dorsale médio-atlantique près de l'archipel des Açores. L'extension de son plateau continental légal placerait toutes les ressources non vivantes du fond de l'océan sous la juridiction exclusive de Lisbonne. Le deuxième volet du plan d'action Mar Portugal consiste à chercher une nouvelle identité maritime moderne pour le Portugal, une identité qui est liée au passé mais qui regarde aussi vers l'avenir pour l'innovation et l'esprit d'entreprise. Selon le plan d'action gouvernemental, Lisbonne voudra finalement augmenter la part maritime de son économie à 50% de son produit intérieur brut total. Donc la moitié de l'économie portugaise proviendra de l'Atlantique. C'est tout un plan. Mais pour accomplir une telle transition drastique, un État a besoin de plus qu'un simple plan économique. Il a besoin d'une idéologie. Pour cette raison, le plan d'action Mar Portugal cherche à embrasser et redécouvrir l'identité maritime portugaise. L'idée est qu'avoir un large plateau continental aura un impact mémorable, sinon distinguable, sur la carte du monde et changera ainsi la perception que les Portugais ont d'eux-mêmes en tant que nation maritime. Ce changement idéologique est fondamental. Le gouvernement peut croire que seule l'adoption de son identité maritime peut-il réaliser sa politique maritime ambitieuse. C'est une vision audacieuse. Et à une époque où l'Europe occidentale est en quelque sorte un acteur idole, le Portugal essaie de prendre en main son destin. J'ai été votre hôte Shirvan de Caspian Report. Si cette vidéo vous a plu, likez, commentez et abonnez-vous. Merci d'avoir regardé So.